Il y a une autre science que vous connaissez bien. C'est l'astronomie. C'est intéressant ça. Bon, là c'est facile, les astres. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas logos, on a nomos. Nomos en grec c'est la loi. Ah, c'est très différent. C'est très différent, comme si l'astronome ambitionnait de révéler la loi des astres. Alors que le cosmologiste ou le cosmologue, les deux termes sont en vigueur, peut-être plus modeste ou plus conscient des limites de sa pensée, se contentera d'un discours sur l'univers. Il ne prétend pas nécessairement révéler, dans une logique du dévoilement en quelque sorte, les lois ultimes de la nature. Il y travaille naturellement, il y travaille, mais peut-être en ayant conscience de leur dimension inatteignable. Ce qui va nous intéresser, et ça je crois que c'est une interrogation fondamentale, c'est celle du statut de notre savoir contemporain. Pour le dire de façon caricaturale, est-ce que la cosmologie physique d'aujourd'hui, celle qu'on fait avec des équations et des télescopes, est-ce qu'elle sera vue comme un mythe au XXe siècle? La première fois que vous êtes posé la question de l'origine de l'univers, soit vous avez demandé à votre maman, soit vous avez tapé sur Google, mais vraisemblablement c'est la réponse que vous avez eue, Big Bang. Donc vous êtes coutumier de cette idée, mais en réalité, elle est juste incroyable. Ça veut dire quoi que l'espace bouge? Ça n'a aucun sens au quotidien. C'est quelque chose qui doit nous heurter conceptuellement. Et il faut qu'on fasse ce geste de, comme ça un peu comme Husserl ou Wittgenstein, qui est une sorte de geste de naïveté. Il faut que vous désappreniez ce que vous croyez savoir pour sonder et pour mesurer le caractère vraiment étonnant de cette proposition. Neutrino. Neutrino veut dire petit du neutron en italien. D'accord? Ça c'est 1932. Et en fait, le neutrino sera découvert expérimentalement en 1955 grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain. Les réacteurs nucléaires sont des dispositifs qui émettent beaucoup de neutrinos parce qu'il y a beaucoup de désintégrations de ce genre dans le cœur du réacteur. Et donc là encore, on a une solution ontologique au conflit entre la théorie et l'observation. On rétablit l'accord en disant il y a dans le réel quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui s'il existe. Rétablit l'accord, en l'occurrence, ça a été le neutrino. Les neutrinos sont des particules étranges, fantomatiques, sans charge, sans masse ou presque, sans couleur. Je vous expliquerai plus tard et un peu plus en détail ce que sont les neutrinos. À ce stade, retenez seulement que les neutrinos sont des particules élémentaires, c'est-à-dire que dans l'état actuel des connaissances, ils sont insécables, ils ne sont composés de rien, ils sont fondamentaux. Et ces neutrinos ont une caractéristique qui est essentielle pour l'astrophysique. Une caractéristique presque magique. C'est qu'ils n'interagissent pratiquement pas. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez en fait sur cette couverture un cycliste qui bat sur une ligne d'arrivée un pulse de lumière. Et effectivement, dans cette expérience, le groupe de l'INAO ont réussi à générer de la lumière où la lumière se propage à une vitesse de 60 km/h. Et donc effectivement, vous pouvez sur un vélo en sprintant battre la lumière sur la ligne d'arrivée. Et donc pour faire cette expérience, ils ont utilisé un nuage très dense d'atomes qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. C'est un grand ensemble d'atomes qui faisait quelques dizaines de micromètres de long. Et sur ce milieu de quelques dizaines de micromètres de long, la lumière voyageait à 60 km/h. Donc je vous ai remis ici le résultat le plus important du papier, qui est exactement la courbe que j'ai présentée précédemment. Donc en fonction du temps d'arrivée, le nombre de photons qui arrivent. Quand il n'y a pas d'atomes, c'est ce pulse que j'ai envoyé. Quand il y a des atomes, j'obtiens ce pulse ici en noir. Et vous voyez que le pulse a été retardé de 7 microsecondes, de 7 millionièmes de seconde, qui correspond à ces 60 km/h dans ce milieu. Donc on a fait de la lumière extrêmement lente dans ce dispositif. Et donc ça, c'était il y a à peu près exactement 20 ans que cette première démonstration a eu lieu. La vitesse de la lumière, il en existe plusieurs. Il y a des vitesses de phase, quand je considère une seule couleur, comme mon pointeur laser. Et puis quand je considère un pulse de lumière, ce qui est généralement le cas, c'est des impulsions de lumière qui sont dans nos réseaux de télécommunications, par exemple. Il y a nécessairement plusieurs fréquences à l'intérieur. Et alors je suis amené à introduire une nouvelle vitesse, qui est la vitesse de groupe. Et cette vitesse de groupe, elle peut être plus grande ou plus petite que la vitesse dans le vide. Donc avec ces deux phénomènes, soit de lumière rapide, soit de lumière lente. Je vous ai remis l'équation, la vitesse, elle dépend de la dérivée de cet indice. Donc si le milieu ne dépend pas du tout de la fréquence, alors il n'y aura pas ce genre de phénomène. Donc il faut qu'on trouve des systèmes dans lesquels on sait générer de la dispersion très efficacement. Donc la première façon de le faire, c'est une méthode dite structurelle. On va nanostructurer des matériaux. Vous avez ça ici, c'est ce qu'on appelle un cristal photonique. Et on a appris depuis 10-15 ans, dans les salles blanches, à faire de la nanophotonique, de la nanofabrication, de la lithographie à l'échelle micrométrique. Donc ici, vous voyez les échelles, c'est une membrane de semi-conducteur qui fait 10 micromètres, cette échelle que vous avez ici. Et puis on a fait partout plein de petits trous, très réguliers, très ordonnés. Et ces petits trous sont séparés typiquement de quelques centaines de nanomètres. Alors quand vous faites cela dans un milieu et que vous envoyez la lumière à l'intérieur, du fait de cet arrangement très régulier, ce qui se passe, c'est que certaines couleurs vont pouvoir se propager et d'autres couleurs ne vont pas pouvoir se propager. On fait apparaître ce qu'on appelle une bande interdite, une bande photonique interdite. Donc cet axe ici, c'est la fréquence, donc la couleur de la lumière. Vous voyez que toutes ces couleurs peuvent passer, mais au milieu, certaines couleurs vont être bloquées.
Si vous êtes plus familier avec la physique des semi-conducteurs, c'est ce qu'on a également. Dans un semi-conducteur, on a des atomes qui sont régulièrement ordonnés. Et ça fait apparaître pour les électrons des bandes de conduction et des bandes de valence, et avec une énergie interdite entre les deux, ce qu'on appelle l'énergie de gap du semi-conducteur. Donc on est dans le même type de phénomène quand vous avez une organisation du matériel. Je vous ai mis ici un dispositif similaire à celui-ci. Donc quand un pulse de lumière arrive dans le milieu, il va ralentir et puis sa densité d'énergie va augmenter. Donc l'idée de cette bande interdite, c'est qu'on travaille à proximité de la bande interdite. Et vous voyez que l'indice, cette grandeur dépend de l'indice, va dépendre fortement de la couleur. Et donc la vitesse de groupe peut être extrêmement faible. Ou extrêmement grande. Et ces physiciens vont comprendre qu'en fait, il y a un truc qu'ils avaient raté. Ils pensaient que l'atome c'était un noyau et des électrons, ça ils avaient raison. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris à l'époque, ils vont le comprendre grâce à cette expérience, c'est que chaque électron, en fait, c'est un petit aimant. Mais un aimant quantique. Alors un aimant quantique, c'est quoi? C'est comme un aimant, pôle sud, pôle nord, d'accord? Vous le mettez dans un champ magnétique, il tourne, comme un aimant normal. La seule petite différence, c'est qu'il n'a pas le droit à toutes les directions. Il sera seulement sud-nord ou nord-sud. Il pourra pas être comme ça. Mais c'est hyper troublant, hein. Si j'avais un aimant quantique face à moi, ce serait toujours comme ça ou comme ça, j'arriverais pas à le faire tourner autrement. On appelle ça le spin. Le spin, découverte faite donc d'abord par Otto Stern-Gerlach expérimentalement et ensuite théoriquement dans les mêmes années à peu près, et quelques années plus tard, c'est cette propriété qu'a chaque électron de la matière, et que vont donc avoir les atomes d'argent qui contiennent les électrons. Alors maintenant je vous refais l'explication, donc quelques années après, donc il y a eu l'expérience, on n'y comprenait rien, maintenant je vous la refais mais en vous l'expliquant. Vous vous souvenez, les atomes d'argent, ils vont tout droit, et puis ils montent en haut ou en bas. En fait, chaque atome d'argent, dedans, il y a un spin, qui est soit sud-nord, soit nord-sud, en fonction du champ magnétique qu'on lui a mis. Et donc s'il est sud-nord, il monte vers le haut, s'il est nord-sud, il descend vers le bas, il n'a pas le choix. D'accord? Il est quantifié. Et donc le fait de voir ces deux tâches, c'est une signature directe d'un aimant d'un genre tout à fait nouveau. On va parler de spin. Ah, pourquoi spin? À l'époque, il pensait que c'était parce que l'électron est tourné sur lui-même. Pas du tout. Pas du tout, c'est une propriété vraiment intrinsèque, il a ça en lui. Et il va toujours être nord-sud ou sud-nord. Et ça, c'est déjà une très belle découverte, un très beau concept en soi, mais c'est pas la plus belle découverte de la physique quantique encore. Elle va arriver progressivement. Faut que je tienne de toute façon toute la conférence. Donc voilà, on est en 1922-25, tout le monde est hyper content, ça y est, on a compris le magnétisme, on a compris le spin, on a compris l'expérience de Stern et Gerlach, on a compris aussi l'expérience de Zeeman. Zeeman, en fait, les raies, elles viennent du fait que le spin, il se mettait pas dans les mêmes directions selon l'atome, et donc ça faisait des raies différentes. Et ils vont se rendre compte que quand ils balancent des micro-ondes sur un spin, parfois il se passe quelque chose. Alors, ça va avoir lieu un peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec Félix Bloch. Félix Bloch, un des grands physiciens de l'époque, c'était déjà un grand physicien avant la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui avait vraiment permis de comprendre comment se comporte un électron dans un métal. D'accord. Et puis il a travaillé sur les radars. Il est en Californie et il se dit est-ce que je pourrais pas utiliser un radar pour faire tourner les spins? On appelle ça la résonance de spin. Alors voilà son idée, regardez. Prenez des spins. Je vous ai présenté comme des petites flèches, c'est des aimants comme si c'était des boussoles. Sud, nord ou nord-sud, vous choisissez comme vous voulez. Ok. Donc là ils sont tous sud-nord, on va dire. Et vous mettez une de ces ondes radio, une des ondes produites par les radars, sur les spins. Et il se passe absolument rien. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est délicatement tourner la fréquence de l'onde. La fréquence de l'onde, c'est la distance entre les vagues. C'est ce qu'on fait quand on tourne la radio, vous savez, pour passer de, je sais pas, France Inter à France Culture. Et voilà ce qui se passe, regardez bien. Soudain, vous avez vu à une fréquence très particulière, tous les spins basculent. Et à une fréquence seulement. On va parler de résonance. Résonance, c'est l'idée que ça a lieu que à une fréquence particulière. Et donc Bloch se dit, ça serait fabuleux, ça me permettrait de contrôler un peu les spins sur la mesure, de les faire tourner comme j'en ai envie, quand j'en ai envie. Parce que si vous arrêtez l'onde, les spins ils remontent. Et ils redeviennent nord-sud. Donc il essaye, il a plein d'idées hyper astucieuses, il écrit ça sur un petit carnet, qu'on a retrouvé après. Alors le truc que vous voyez dessiné en rouge, c'est une petite bobine. Il se dit mais c'est hyper facile, il suffit juste de prendre une éprouvette, je mets mon liquide qui contient des spins dedans, je mets une petite bobine autour, je mets ça dans un champ magnétique, je mets un courant alternatif et je vais voir les spins basculer. Un truc d'une simplicité fabuleuse. Alors on a réussi à faire de la résonance avec des spins. Alors eux ils prennent pas n'importe quel spin, ils prennent même pas les spins des électrons, ils prennent les spins des noyaux de la matière. Dans les noyaux des atomes, parfois il y a aussi un spin, pas toujours, parfois. Par exemple, l'oxygène n'a pas de spin, le carbone a un spin, l'hydrogène a un spin, etc. Il y a une table qui nous dit qui a un spin et qui n'en a pas. Et ils arrivent pour la première fois à faire la résonance de spin. Donc, pourquoi c'est une découverte importante? Parce que là vraiment c'est du plaisir de physicien. Wow, j'ai réussi à faire tourner un spin avec une onde radio. Bon. Parce qu'ils ont un flash juste après, ils comprennent très très vite, et tous d'ailleurs, qu'en fait ils sont en train d'inventer un outil fabuleux pour mesurer la matière, et en particulier mesurer les molécules. L'idée est la suivante, regardez. Vous êtes sur un atome, donc vous vous souvenez, je regarde le spin du noyau de l'atome, qui n'a aucun intérêt en tant que tel. Et je sais le faire basculer, parce qu'il n'y a aucun intérêt non plus. Et une bascule qui a une certaine fréquence et un certain champ magnétique. Mais si maintenant moi je suis un atome d'hydrogène, et imaginez maintenant que j'ai un atome de carbone juste à côté de moi. Cet atome de carbone, il va un tout petit peu changer le champ magnétique parce qu'il est là, et qui contient aussi des électrons, donc le champ magnétique que j'avais mis au début va être très légèrement décalé. Donc la résonance, la fréquence à laquelle ça bascule de moi, hydrogène, va être très légèrement décalée. Alors très légèrement, c'est 1/1000e ou 1/10000000e, mais on sait le mesurer. Si vous savez mesurer ce petit décalage, vous êtes capable de dire que là, il y avait un atome de carbone. Soudain, vous avez inventé un outil qui est capable de dire la forme des molécules. Vous avez inventé la RMN, la résonance magnétique nucléaire. C'est un outil où il faut s'imaginer, c'est comme si vous aviez mis des petites caméras magnétiques sur chacun des noyaux de la matière et vous lui dites regarde autour de toi tout près. Donc elle regarde tout près et elle vous dit ce qu'elle voit.
Vous avez toutes les réponses en même temps, c'est compliqué, mais si vous arrivez à décoder ce que vous voyez, vous êtes capable de trouver la structure des molécules, vous êtes capable de comprendre les métaux, de comprendre les supraconducteurs, vous êtes capable de faire tout un tas de trucs incroyables en chimie et en physique. Maintenant, pour ce qui est des particules élémentaires. En fait, on fait des distinctions assez simples. Il y a des particules qui ne subissent pas l'interaction forte. Elles ne sont pas sensibles. Et ces particules, on les appelle des leptons. Alors en fait, il y en a 6, de 6 sortes. Il y a, par exemple, l'électron. Il y a une autre particule qui s'appelle le muon, qui est une sorte d'électron lourd. Il y en a un troisième qui s'appelle le tau. Ces 3 particules ont des charges électriques et ont une masse non nulle. Et puis, leur sont associés 3 neutrinos. Un neutrino pour l'électron, un neutrino pour le muon, un neutrino pour le tau. D'accord ? Donc ça fait 6 leptons, 6 particules qui ne sont pas sensibles à l'interaction nucléaire forte. Les neutrinos, dont je vous parle maintenant, sont, quant à eux, des particules qui, parce qu'elles n'interagissent pratiquement pas, vont pouvoir traverser l'objet qui les émet, l'astre qui les émet, ou le milieu interstellaire, sans interagir. Donc les neutrinos qui vont être émis au cœur du Soleil, là où règne une température d'environ 15 millions de degrés, vont traverser le Soleil, comme si de rien n'était. Et en détectant les neutrinos, je vais donc accéder directement au cœur des choses. Je vais voir le lieu des réactions physiques. Alors sans doute avez-vous tous déjà en tête l'objection inévitable. Oui, mais si les neutrinos n'interagissent pas, comment puis-je les détecter? Bonne question. C'est très dur. Voilà. Si les neutrinos n'interagissaient pas du tout, on ne pourrait pas les détecter, on pourrait même d'ailleurs s'interroger pour leur existence. Y a-t-il un sens à accorder une sorte d'ontologie physique à une particule indétectable? Peut-être pas. Mais ils interagissent quand même. Ils interagissent juste très peu. Très peu. C'est la raison pour laquelle on construit des détecteurs démesurés, immenses, sous-marins. Alors c'est très beau parce que ce sont des télescopes qui regardent vers le sol, pas vers le ciel. Pourquoi ils regardent vers le sol? Parce que les neutrinos interagissent tellement peu que la plupart traversent entièrement la Terre sans interagir. Notre corps en ce moment doit être traversé par environ, je crois, 60 milliards de neutrinos par seconde. Et on se porte bien. Hein. Donc les neutrinos traversent la Terre, mais de temps en temps, très rarement ils interagissent. Ils produisent une particule secondaire qu'on appelle un muon. Le muon traverse l'eau, il induit ce qu'on appelle une onde de choc électromagnétique, et on détecte les rayons Cherenkov issus de l'onde de choc électromagnétique créée par le muon, créée par le neutrino. C'est très dur. Et c'est une astronomie qui est naissante. Sans aucun doute, dans quelques années ou décennies, nous aurons des cartes de l'univers scrutées du point de vue des neutrinos, et de même que les différentes longueurs d'onde ont révélé de nouveaux astres et de nouvelles structures, il y a fort à parier que les neutrinos nous permettront bientôt de détecter de nouveaux objets. Et puis les particules qui sont sensibles à l'interaction nucléaire forte, on les appelle des hadrons. Et en fait, on a constaté qu'il y en a des centaines, une centaine de sortes différentes, et elles sont de 2 types. Soit elles sont constituées de 3 quarks, soit elles sont constituées d'un quark et d'un antiquark. Antiquark, ça veut dire antiparticule du quark. Je mets une barre dessus pour le désigner. Ça, je vais pas entrer dans le vocabulaire trop détaillé, mais ça, c'est ce qu'on appelle des baryons. Ça, c'est ce qu'on appelle des mésons. D'accord ? Et donc, il faut imaginer qu'en fait, l'interaction forte est une interaction par laquelle les quarks interagissent en échangeant des gluons. Bon, la question c'est, comment est-ce qu'on décrit tout ça? Comment est-ce qu'on décrit les interactions entre particules? Chacune des interactions a ce qu'on appelle un groupe de symétrie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une symétrie? Dans la vie courante, une symétrie, c'est une opération qui ne change pas la forme d'un objet, qui le laisse invariant. Par exemple, si je prends une sphère, et si je fais tourner cette sphère autour d'un axe dans n'importe quelle direction qui passe par son centre, je fais tourner la sphère, ça ne change pas sa forme, pas de la forme de la sphère, ça ne change pas non plus sa position. Et donc, cette rotation laisse la sphère invariante. Et donc, les gens ont identifié des groupes de symétrie qui laissent la structure des interactions, disons, invariante. Par exemple, le groupe de symétrie associé à l'électromagnétisme, pour ceux qui connaissent, c'est l'ensemble des nombres complexes de modules égal à 1. C'est-à-dire des nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle I alpha. Et il se trouve que, dans le cadre de la mécanique quantique, si on fait l'hypothèse que le groupe de symétrie de l'électromagnétisme, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous cette forme, alors le formalisme est tel qu'il permet de calculer toutes les propriétés de l'interaction. L'identification du groupe détermine l'interaction. L'identification de la symétrie de l'interaction détermine toutes ses propriétés. Et la chose incroyable, c'est que très peu de temps après, on a pu faire le même type d'opération pour l'interaction faible et l'interaction forte. On a trouvé un groupe de symétrie pour l'interaction faible qui s'appelle SU2, peu importe ce qu'il désigne. On en a trouvé un pour l'interaction forte qui s'appelle SU3. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le seul fait de fixer ces groupes, de les identifier, détermine complètement la structure des interactions. Et à cette époque-là, on construit des nouveaux accélérateurs de particules, on fait des collisions, on a beaucoup de données expérimentales, en tout cas on a un nombre de données qui augmente très rapidement au cours du temps. Il se trouve que la théorie qu'on construit ainsi,
qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules, est une théorie qui rend compte des événements qu'on peut détecter dans les détecteurs de particules. Autrement dit, on a un modèle, une théorie même, qui permet d'expliquer de façon assez élégante, parce que ces trois interactions qui d'un point de vue phénoménologique sont complètement différentes, en fait sont décrites de la même façon. Parce qu'on appelle les théories de jauge. Un groupe de symétrie détermine l'interaction. C'est pas le même groupe pour les trois, mais le formalisme mathématique est le même pour les trois, donc ça donne un côté très unificateur, qui est toujours apprécié parce qu'il est synonyme d'une forme d'élégance. Et tout va bien, puisqu'on rencontre des résultats. On a une sorte de théorie physique qui décrit parfaitement le monde de l'infiniment petit. Le problème, et on le constate disons, au début des années 60, c'est que si on suppose que les équations de ce modèle sont justes, et si on regarde ce qu'elles impliquent, on fait une sorte d'expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si les équations étaient vraiment justes? Eh bien, on se rend compte que si les équations étaient vraiment justes, les masses qui médiatisent les interactions devraient être nulles. Autrement dit, toutes les interactions devraient avoir une portée infinie et devraient être médiatisées par des particules de masse nulle. Et ça va même plus loin, parce que par une sorte de contagion, les particules qui subissent l'interaction doivent aussi avoir une masse nulle. Autrement dit, le modèle standard, qui marche très bien, prédit, si on le prend au sérieux, que les masses de toutes les particules élémentaires doivent être égales à 0. Ce qui n'est pas ce qu'on constate. Les bosons W, Z0 qui médiatisent l'interaction faible, je l'ai dit, sont très lourds. Les électrons ont une masse non nulle. Donc il y a une contradiction entre ce qu'on mesure et ce que dit ce modèle. Comment résoudre cette contradiction? Alors toutes ces applications-là, dont je vous ai parlé, elles reposent sur une seule chose, c'est la possibilité de ralentir la lumière. Maintenant, je voudrais prendre une étape supplémentaire et essayer d'arrêter la lumière, la mettre à l'arrêt. Donc l'idée, c'est vraiment cette boîte noire que j'ai représentée ici, avec un faisceau de lumière qui porte de l'information et qui rentre dans cette boîte. Et puis plus tard, à la demande, j'appuie sur ce bouton et la lumière va ressortir avec toutes ses propriétés, comme si elle avait été retardée. Alors pas de 100 ans, comme disait Maurice Renard dans son livre, mais dans des proportions plus raisonnables. Alors on sait faire ça en fait, et en fait il suffit de modifier légèrement le dispositif de transparence induite électromagnétiquement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle que l'INAO a utilisée pour faire de la lumière lente, donc avec mes deux faisceaux laser. Donc toujours la même idée, j'ai un faisceau laser, le rouge là, alors les couleurs sont inversées, le rouge ça va être celui que je vais vouloir stocker, dans un ensemble d'atomes, et puis je vais allumer un faisceau laser beaucoup plus puissant pour le contrôler. Donc si je mets les deux ensemble, on a vu que la lumière peut se propager lentement. Donc si elle se propage lentement, elle va se comprimer spatialement, et on va se retrouver à un moment donné où la lumière est complètement comprise à l'intérieur de ce milieu d'atomes. À ce moment-là, je vais éteindre mon faisceau vert, mon faisceau additionnel, et la lumière va rester là. Et puis plus tard, si je rallume ce faisceau de lecture, alors la lumière va ressortir. Donc j'ai vraiment, grâce à ce second laser, un interrupteur pour arrêter la lumière et la refaire repartir. Alors évidemment, la première question, c'est où est la lumière? Est-ce que c'est vraiment de la lumière? Et donc la réponse est non. Il n'y a plus de lumière en fait à ce moment-là. Ce qu'on a fait à cet instant, c'est qu'on a converti l'énergie que portaient les photons en une énergie portée maintenant par les atomes. Cette excitation photonique, on l'a transférée aux atomes. Alors on peut prendre l'image pour la comprendre mieux avec un seul photon. Imaginez un seul photon que j'ai voulu stocker, un seul grain d'énergie. Ce que j'ai fait dans cette expérience, c'est que ce photon est venu exciter un des atomes. Cet atome excité va garder cette énergie, on sait faire cela. Et puis plus tard, je vais demander à l'atome de libérer cette énergie, il va me redonner un photon. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième chose qui peut sembler surprenante, c'est que ce photon, il va repartir exactement dans la même direction de mon faisceau laser incident. Je sais où récupérer ce photon. Alors ça, si j'utilise un seul atome, ça marche pas, pareil. Si j'excite un atome, il va réémettre de la lumière, un photon, et puis ça va partir dans tous les sens. Et donc ça, c'est la beauté en fait de ces ensembles d'atomes dont je vous parle depuis le début. Il faut beaucoup d'atomes tous ensemble. C'est la force du collectif. C'est comme un champ d'antennes qui travaillerait tout ensemble, qui interférerait constructivement dans une direction. Plus vous mettez d'antennes dans des interférences, plus ça va être directif. Et donc le challenge dans ce genre d'expérience, c'est justement d'avoir beaucoup d'atomes pour avoir un effet collectif très important pour que la lumière soit remise exactement dans la direction que vous pensiez, celle dans laquelle vous l'avez stockée. Et on sait faire ça au laboratoire. Lui, il va essayer de faire un truc bien plus simple. Vous allez voir l'expérience. Il va prendre de l'eau qu'il va mettre dans de l'eau. Littéralement. Donc il prend un bac d'eau et il met dedans 2 éprouvettes d'eau. Mais l'eau qu'il met dans les éprouvettes, elle est un peu différente de l'eau du bac. Il y en a une où il y a des spins et l'autre où il n'y en a pas. On peut prendre de l'eau avec du deutérium ou du... Enfin, croyez-moi sur parole, on peut faire de l'eau avec du spin ou de l'eau sans spin. Et il va appliquer sa technique pour essayer de repérer où sont les éprouvettes. Vous voyez le niveau d'intelligence, il suffit de regarder, on voit où elles sont les éprouvettes, il n'y a pas besoin de faire ça. Et lui, il veut faire une preuve de concept. Il veut montrer qu'il est capable de repérer où sont les éprouvettes, même s'il fermait les yeux juste en regardant son écran. Parce qu'après, quand les éprouvettes elles seront à l'intérieur de la souris, ça aura du sens, vous voyez le truc. Et donc il le fait, et il obtient cette figure. Après des mois de travail, il a repéré où étaient les éprouvettes. Donc celles, c'est les éprouvettes vues de haut, elles sont là où elles devaient être. D'accord. Et il publie un article où c'est la seule figure de l'article. Là, il y a le dispositif avec le bac à éprouvettes, vous le reconnaissez. Comment il a mis les champs magnétiques autour, il a fait varier les champs astucieusement. Et puis il repère où sont les 2 éprouvettes. Et il dit grâce à ça, moi je sais vous faire une image. D'accord. Et ça ouvre la porte soudain à l'imagerie du corps humain notamment, ou de la souris, sans avoir besoin de l'ouvrir ou de le découper en tranches. Et donc très vite, il va essayer sur un animal, il va essayer sur une souris.
Mais le point clé, regardez bien, c'est dans la légende. Donc là, c'est, alors moi je suis nul en souris, mais je crois, alors si je lis, c'est une cavité thoracique de souris. Voilà. Le point clé, c'est qu'elle est vivante. Ils l'ont pas coupée en tranches pour faire la mesure. Ils sont capables de voir à l'intérieur de la souris des zones qui réagissent différemment sans la découper en tranches. Donc là, ils se disent, c'est génial, on va pouvoir avec ça voir le corps humain. Et ça rate pas. Très peu de temps après, un autre physicien chimiste, docteur de l'époque, Mansfield, qui lui met en place des techniques en plus de calcul hyper astucieuses, arrive à faire la section du doigt de son assistant. Donc il ne coupe pas le doigt de l'assistant en deux. Mais là, vous voyez le premier, on va dire, truc humain vu de l'intérieur sans le découper. D'accord? Donc évidemment, c'est tout pixelisé, c'est tout moche, on est en 1977. Et là, ils se disent, on est les rois du monde, à partir de maintenant, on va pouvoir les regarder dans le corps humain. Et non. Non, ils peuvent pas. Et ils peuvent pas à cause d'une raison purement technologique. Ils ont la physique, ils ont les outils, ils ont tout ce qu'il faut, ils savent le faire sur un doigt, mais ils peuvent pas le faire sur une tête ou sur un corps. Et la raison à ça, vous allez voir, elle est vraiment bête, hein. Elle est liée à ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors l'effet Joule, je sais pas si ça rappelle des souvenirs à certains, c'est cet effet qui fait que quand vous mettez du courant dans un fil électrique, ça chauffe. C'est ce qui fait marcher votre toaster en gros, ou un radiateur électrique. D'accord? Quand je mets du courant dans un fil électrique, bah, les électrons résistent, d'accord? Résistance, ça veut dire qu'ils subissent des chocs, et ça fait s'échauffer le fil, ça transforme en chaleur. Pour faire cette expérience-là, souvenez-vous, il faut un champ magnétique. Et en fait, le problème, c'est qu'un doigt, c'est facile de le mettre dans une bobine et de mettre plein de courant et de faire un champ magnétique. Donc pour faire un champ magnétique, vous mettez du courant dans une bobine. D'accord? Ça, c'est facile. Si vous voulez mettre un corps humain, il faut faire une bobine tellement grosse que si vous la faites en cuivre, en gros, le cuivre, il va fondre. Il va littéralement fondre à cause de l'effet Joule. Vous devez mettre tellement de courant dans la bobine pour faire le champ magnétique, pour faire l'image, que ça chauffe trop et qu'avant que vous ayez fait l'image, l'expérience a fondu. Il vaut mieux pas qu'il y ait quelqu'un dedans d'ailleurs. Et donc, ils ont un verrou technologique, ils ne savent pas faire des champs magnétiques suffisamment puissants pour pouvoir regarder un cerveau. Donc il y a un enjeu médical gigantesque, et puis il y a une bête raison technologique qui fait que non, on peut pas. Alors ils commencent à imaginer des solutions un peu lourdes, du genre des systèmes d'eau refroidissants, mais ça coûte un débit d'eau absolument monstrueux, c'est à peu près infaisable. Si nous braquons un télescope optique sur le centre de la galaxie, qu'est-ce qu'on voit? Essentiellement rien. Parce qu'il y a de la poussière entre nous et le centre de la galaxie. Oh, pas beaucoup, hein. L'épaisseur équivalente de poussière est de l'ordre d'une feuille de papier. C'est très peu. Hein. Entre nous et le centre de la galaxie, la quantité de poussière intégrée, si vous voulez, est l'équivalent de l'épaisseur d'une feuille de papier. C'est presque rien. Sauf que, mettez une feuille de papier devant vos jumelles, là vous voyez plus rien. C'est très peu, mais ça suffit à totalement brouiller l'image et à nous empêcher de scruter le centre galactique. Donc, interviennent ici les infrarouges. Parce que les infrarouges, eux, ne sont pas absorbés par les poussières. Alors pour des raisons qui ne sont pas ce qui nous importe aujourd'hui, hein, c'est uniquement lié aux interactions résonantes qui ont lieu dans les molécules, c'est pas le problème dans lequel je veux entrer aujourd'hui. Pour des raisons physiques bien comprises, les photons, les ondes électromagnétiques d'énergie infrarouge vont essentiellement traverser les poussières sans interagir. Par conséquent, en braquant un télescope sensible non plus aux longueurs d'onde visibles, mais aux infrarouges vers le centre de la galaxie, là, je pourrais effectivement scruter celui-ci et je pourrais découvrir les processus physiques qui y prennent naissance. Je pourrais en particulier étudier les zones de formation d'étoiles et les zones de formation de planètes. Les disques protoplanétaires rayonnent beaucoup d'infrarouge. Donc ce sont de tout autres objets qui se révéleraient dans le domaine infrarouge. Si je continue, j'arrive à l'optique. Voici que se présente l'ultraviolet. Un des éléments intéressants à se signer dans le domaine ultraviolet, c'est ce qu'on appelle le deutérium. Alors je vous explique un peu pourquoi il est intéressant. Le deutérium, c'est un proton et un neutron. Vous savez, n'est-ce pas, que les étoiles sont des chaudrons à noyaux. Hein, vous savez que quand Hubert Reeves dit que nous sommes des poussières d'étoiles, c'est en un sens littéral. Nous sommes vraiment des poussières d'étoiles. Les atomes, enfin les noyaux qui constituent notre corps, ont été fabriqués dans les étoiles. Nous avons été faits par les étoiles. D'accord? Le carbone, qui est central bien sûr à toute la structure du vivant, a été fait dans des étoiles. Nous provenons d'étoiles. Un phénomène analogue de création de noyaux doit avoir eu lieu quand l'univers était très jeune. Pourquoi? Parce qu'il était très chaud, comme une étoile. Si la température est suffisante, je dois créer des noyaux. Je dois mettre en œuvre ce processus de synthèse nucléaire. Oui, mais l'ennui, c'est que comme les étoiles produisent aussi des noyaux, si j'observe par exemple un noyau d'hélium, comment savoir s'il a été formé dans une étoile ou s'il a été formé, entre guillemets, par le Big Bang, juste après le Big Bang? Vous comprenez la question? Les étoiles sont chaudes et peuvent faire de l'hélium. Le voisinage, les quelques instants, quelques secondes disons, après le Big Bang, étaient très chaudes aussi et peuvent également former de l'hélium. Si je veux comprendre le Big Bang, j'ai intérêt à regarder les héliums qui viennent du Big Bang pour en extraire de l'information. Mais comment savoir? Comme l'argent, l'hélium n'a pas d'odeur. Je ne peux pas sur un unique noyau savoir d'où il vient. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse au deutérium que j'évoquais à l'instant. Parce que le deutérium, lui, n'est pas formé dans les étoiles. Il est une trace de l'univers le plus reculé. Alors attention, hein, le fond diffus cosmologique, là, le rayonnement fossile dont nous parlions il y a quelques minutes, je vous ai dit, c'est l'image de l'univers 400 000 ans après le Big Bang.
déjà pas mal, hein, c'est déjà très très jeune. Mais le deutérium, lui, il a été formé quelques secondes après le Big Bang. Donc vous voyez qu'en mesurant le deutérium, on dispose d'une sorte de vestige archéologique qui est encore bien plus précoce que le rayonnement fossile. Donc c'est extraordinairement intéressant si vous êtes une sorte de paléontologue de l'univers, d'accord? Là vous avez trouvé un ossement qui est extraordinairement plus vieux que tous ceux qui étaient connus jusqu'alors. Alors pourquoi le deutérium n'est-il pas trouvé dans les étoiles? Il faut quand même que je vous dise en 2 mots pourquoi. En 2 mots, la raison est la suivante. C'est un élément fragile. Et il est tellement fragile que dans les étoiles, les conditions hostiles qui règnent vont immédiatement le détruire. Vous allez en faire en fait. Mais comme il fait très chaud, vous le faites et hop, vous le cassez. Alors que dans l'univers primordial, tout l'univers s'est refroidi en même temps. Donc comme vous aviez juste l'énergie pour former du deutérium, l'instant suivant, l'énergie était devenue inférieure et donc vous ne pouviez pas non plus le casser. Alors que les étoiles, elles sont stationnaires. L'étoile qui forme du deutérium, sa température ne baisse pas. L'instant d'après, elle est toujours aussi chaude. Donc ce qu'elle a créé, elle va le casser. Alors que l'univers primordial, partout il s'est refroidi. Donc quand sa température devint suffisamment faible pour ne plus casser le deutérium, ce qui a survécu a survécu. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on est à peu près sûr que le deutérium observé est d'origine cosmologique. Et ce deutérium a des raies d'émission dans l'ultraviolet. L'univers était très chaud au départ, d'accord? La lumière interagissait avec la matière. Puis l'univers s'est agrandi. En s'agrandissant, il s'est refroidi. C'est ce qui se passe dans un réfrigérateur, hein. Vous avez un piston qui met en œuvre une détente adiabatique. La détente induit une chute de température du gaz. De la même manière, l'expansion de l'univers a engendré une baisse de température de l'univers, donc une diminution des énergies. Et vint un moment dans l'histoire cosmologique, précisément celui-là, 400 000 ans après le Big Bang, où la température de la lumière, l'énergie si vous voulez, n'était plus suffisante pour interagir avec la matière. Vous savez qu'il faut quelques électronvolts pour ioniser un atome d'hydrogène. Si vous avez moins de quelques électronvolts, un photon qui arrive sur un atome traverse l'atome. Il ne se passe rien. Donc quand la température des photons est devenue plus basse que quelques électronvolts, c'est exactement ce qui s'est passé. La lumière a traversé la matière, mais a cessé d'interagir avec elle. C'est la raison pour laquelle, en observant aujourd'hui cette lumière, on voit bien l'univers tel qu'il était à ce moment-là, parce qu'il ne s'est rien passé depuis. La propagation de cette lumière n'a pratiquement pas été altérée par les 14 milliards d'années qui la séparent du moment où elle a cessé d'interagir avec la matière. D'accord ? Donc on a cette chance inouïe, c'est un véritable graal de la cosmologie. Je vous en reparlerai, mais un très grand nombre d'expériences contemporaines utilisent ce rayonnement fossile pour tenter de remonter le temps et de comprendre la structure de l'univers jeune. Les rayons X vont être de très belles sondes pour mettre en évidence les phénomènes thermiques extrêmes. Plus l'énergie de la lumière est grande, plus génériquement, pour les objets qui sont à l'équilibre thermodynamique, elle va révéler des températures élevées. Vous savez qu'il existe dans le cosmos des objets comme les naines blanches, par exemple, qui sont des résidus d'étoiles, dont la température peut se compter en dizaines ou centaines de milliers de degrés. Et ces objets-là vont avoir des queues de distribution qui vont rayonner jusque dans les rayons X. Donc les rayons X vont être particulièrement adaptés pour révéler ce qui est extraordinairement chaud, les plus grandes températures qu'on connaît à l'heure actuelle. Je vous disais tout à l'heure que nos yeux sont adaptés à notre étoile, le Soleil. Vous savez que la température de surface du Soleil est d'environ 6000 degrés. Mais il existe des objets dont la température est beaucoup plus grande. Un objet dont la température serait de l'ordre de 50 000 degrés n'aurait pas du tout un pic d'émission dans l'optique, mais au contraire dans les rayons X. Alors les gammas, c'est un autre monde. Si tout à l'heure nous sortions avec des yeux sensibles aux rayons gamma, imaginez une toute autre voûte céleste. Imaginez un monde sans Hélios et sans Sélénée, sans soleil, sans lune, sans étoiles, sans planètes. Rien de tout ça n'est capable d'émettre au moins des gammas durs, c'est-à-dire des gammas de haute énergie. Typiquement, là, je vous parle de grains de lumière qui ont des énergies 1000 milliards de fois plus grandes que la lumière visible. Est-ce à dire que le ciel serait parfaitement noir, et donc assez inintéressant? Pas du tout, pas du tout. Mais les objets qui brilleraient dans le ciel seraient complètement différents. Il y a un astre qui s'imposerait comme dominant, qui, si vous voulez, jouerait un peu le rôle que joue pour nous le soleil, n'est-ce pas? On a un objet qui est beaucoup plus lumineux que tous les autres dans le ciel, c'est le soleil. Oui, pas dans le domaine des rayons gamma. Dans le domaine des rayons gamma, le soleil il émet rien, au moins pour les gammas de très haute énergie. L'objet le plus lumineux du ciel, c'est la nébuleuse du Crabe. Donc sauf si quelques-uns d'entre vous sont astronomes amateurs, je pense que les autres n'en ont jamais entendu parler. Au quotidien, la nébuleuse du Crabe ne joue pas un rôle spécifiquement dominant dans notre vie. Et pourtant, si nous avions des yeux gamma, c'est elle qui rythmerait le rythme jour-nuit. C'est elle qui illuminerait le ciel. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un des objets les plus lumineux à quasiment toutes les longueurs d'onde, sauf l'optique. Donc, nous sommes totalement trompés, en quelque sorte, ou au moins aiguillés par nos yeux. Si nous avions des yeux gamma, c'est l'objet qui rythmerait, d'accord, notre cyclicité, notre périodicité quotidienne.
Qu'est-ce que c'est que la nébuleuse du crabe? C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons, en rotation rapide, un pulsar. Une étoile à neutrons, peu importe, mais je vous le dis quand même pour que ce ne soit pas trop frustrant. Une étoile à neutrons, c'est un objet incroyablement dense, et dont entre le cœur et la surface, la densité va se compter typiquement en milliards ou millions de tonnes par centimètre cube. C'est vraiment très lourd, très dense. Cet objet tourne rapidement, génère des champs électromagnétiques intenses qui vont induire des jets de particules qui vont interagir avec la lumière et apporter ou emporter cette lumière à très haute énergie jusque dans le domaine des gammas. Le ciel est multiple. Finalement, il est légitime de parler des cieux. Vous voyez que chaque gamme de longueur d'onde différente révèle un aspect différent du firmament. En réalité, à l'intérieur de chacun de ces intervalles, on pourrait démultiplier presque à l'infini les exemples. À chaque fois que nous avons scruté le ciel d'une nouvelle manière, en ouvrant une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire en devenant sensible à de nouvelles énergies, ce sont des astres insoupçonnés qui sont apparus. Donc la première leçon, je crois, c'est de garder à l'esprit à quel point la partie optique du spectre est pauvre. Nous vivons en réalité dans un environnement qui est extraordinairement plus riche que celui dont nous sommes coutumiers. Notre longueur d'onde dans la première moitié du XXe siècle. La vraie raison, c'est celle que vous venez d'évoquer. C'est que l'atmosphère de la Terre est essentiellement opaque à la quasi-totalité de ses rayonnements, sauf l'optique. Donc, quand bien même vous auriez ici un détecteur de rayons gamma, vous pouvez bien le pointer vers le ciel, vous verrez rien. Parce que les rayons gamma sont absorbés par l'atmosphère. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Si l'atmosphère n'arrêtait pas les rayons gamma, on aurait beaucoup de mal à exister, ça c'est certain, ou en tous les cas, on n'existerait pas très longtemps. Donc, tant mieux, on est ravis que l'atmosphère nous protège. Mais en même temps, d'accord, du point de vue astronomique, l'atmosphère est une catastrophe. C'est comme si on avait une couche autour de la Terre qui empêche de voir. Alors essentiellement, ce qu'on peut voir au niveau du sol, c'est l'optique et un peu d'ondes radio. C'est pour ça que les radiotélescopes sont apparus dès les années 1930. Tout le reste, pour observer, il faut aller au-dessus de l'atmosphère, donc avoir des satellites, et donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire depuis très longtemps. C'est quelque chose de très coûteux et de très compliqué, parce que on ne peut pas faire un grand télescope en satellite. Ah, vous savez que là, au niveau du sol, on est en train en ce moment de construire un télescope de 30 mètres de diamètre, extraordinaire. Les antennes radio font encore beaucoup plus que ça. C'est totalement exclu dans l'espace. Typiquement, un détecteur spatial, il fait 1 mètre de diamètre. Donc c'est très difficile d'avoir des grands instruments dans l'espace. La lumière n'est pas le seul médiateur du cosmos. Nous avons la chance de disposer d'autres objets qui peuvent également receler de l'information sur l'univers. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas à ce stade. Donc, il faut utiliser toute l'information que la nature, si l'on peut dire, a l'extrême amabilité de nous dispenser sur sa structure. Vous savez, nature, naturus en latin, qui vient de natura, qui est sa racine, c'est ce qui est en train de naître, sur le point de naître, ça vient du verbe nascor. C'est le processus même de naissance. Et il y a quelque chose d'intrinsèquement dynamique dans le concept de nature. Comment faire pour accéder à cette structure naturelle au-delà de la lumière? Je vous donne 3 exemples. Premier exemple, les rayons cosmiques. Qu'est-ce que les rayons cosmiques? Les rayons cosmiques, qui portent mal leur nom d'ailleurs, mais c'est un nom qui est consacré par l'histoire et par l'usage. Oh, oui, non mais franchement. Je vais m'asseoir devant, on ne voit pas. Donc, qui est consacré par l'histoire et par l'usage, sont essentiellement des particules chargées qui se déplacent dans l'espace. Donc, imaginez des protons, des noyaux d'hélium, des noyaux de carbone, fer, lithium, etc., qui se propagent à grande vitesse dans le milieu interstellaire, voire intergalactique. Ça, c'est la définition d'un rayon cosmique, d'accord? C'est une particule chargée, en mouvement rapide, entre les étoiles ou entre les galaxies. On sent bien, avant même de donner quelques exemples plus précis, on sent bien que les rayons cosmiques sont des médiateurs de l'univers. On sent bien, me semble-t-il, que les rayons cosmiques contiennent de l'information et que par conséquent, en les étudiant, je vais comprendre ou découvrir d'autres visages de l'univers. Il n'y a rien de mystérieux dans l'antimatière. D'accord? L'antimatière, c'est essentiellement, c'est un peu plus subtil que ça, mais en première approximation, c'est de la matière avec une charge électrique opposée. Un anti-électron, c'est un électron mais qui est chargé positivement. Un antiproton, c'est un proton mais qui est chargé négativement. L'antimatière a été comprise en termes théoriques par Paul Dirac dans les années 1930 et elle a été découverte expérimentalement également dans les années 1930. Donc ça fait très longtemps qu'on sait que l'antimatière existe. D'accord? Il n'y a aucun débat sur l'existence d'antimatière, c'est certain. Dans cette pièce, il y a un peu d'antimatière en ce moment. Notre corps émet lui-même de faibles quantités d'antimatière. Il y a parmi nos noyaux atomiques
quelques noyaux de potassium 40 qui sont radioactifs et qui vont se désintégrer en émettant des antiparticules. Donc nous sommes nous-mêmes une petite source d'antimatière. Donc globalement, l'existence de l'antimatière est certaine. Néanmoins, il y en a très peu. Effectivement, l'essentiel, la quasi-totalité de ce qu'il y a sur Terre, c'est de la matière. Comment je le sais? Je le sais parce que quand matière et antimatière se rencontrent, c'est assez explosif. Hein, quand on met en présence matière et antimatière, il y a production, libération d'énergie. Ça explose. En réalité, on a de très bonnes raisons de croire que la quasi-totalité de notre galaxie, la Voie lactée, est bel et bien faite de matière, et pas d'antimatière. Donc il semble qu'au moins autour de nous, nous vivions dans un monde de matière. Mais si les lois de la physique sont pour l'essentiel les mêmes, sont symétriques entre matière et antimatière, pour l'essentiel, encore il y a une petite nuance mais j'en parle pas tout de suite, comment se fait-il que la nature semble avoir choisi la matière contre sa consoeur ennemie, l'antimatière? Pourquoi n'y a-t-il pas d'antimatière? Ou très peu d'antimatière? Telle est la question. Et une réponse possible est, je dis bien possible, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est une possibilité qui est étudiée, et donc, mais peut-être y a-t-il en réalité beaucoup d'antimatière. Peut-être le cosmos est-il cloisonné en vastes zones de matière et d'antimatière. Imaginez que l'univers soit comme ça. Avec des domaines, ici de la matière, ici de l'antimatière, de la matière, de l'antimatière, de l'antimatière, de la matière, et ainsi de suite. Un peu comme un matériau magnétique. Peut-être savez-vous que quand un matériau ferromagnétique se refroidit, il se scinde en domaines de moment magnétique haut et domaines de moment magnétique bas. Si vous êtes haut, bas, et ainsi de suite. Peut-être l'univers est-il cloisonné? Comment le savoir? Comme une question intéressante. Comment le savoir? Je pointe mon télescope sur cette éventuelle antigalaxie. Et qu'est-ce que je vois? Je ne vois rien de spécial. Pourquoi? Parce que la lumière est indiscernable de l'anti-lumière. Donc si cette antigalaxie est bien composée d'anti-étoiles, ces anti-étoiles vont émettre quoi? Pas de la lumière, exactement comme les étoiles usuelles. Donc, si j'observe une galaxie lointaine, d'accord, avec un télescope, je ne peux pas savoir si c'est une galaxie ou une antigalaxie. Parce que lumière et anti-lumière sont la même chose. La lumière ne me permet pas de trancher sur cette question. Et c'est là qu'interviennent les rayons cosmiques. Pourquoi? Parce que les rayons cosmiques sont des particules chargées. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, un noyau de carbone. Ah oui, mais s'il est émis par une anti-étoile, ce sera un noyau d'anticarbone. Autrement dit, il aura une charge électrique différente. Plus 6 ou moins 6. Et ça, je peux le mesurer très facilement. J'ai qu'à le faire tourner dans un champ magnétique. S'il tourne comme ça, c'est un carbone. S'il tourne comme ça, c'est un anticarbone. Donc, certes, les anti-étoiles ne sont pas discernables des étoiles du point de vue de la lumière qu'elles émettent, mais elles sont totalement discernables des étoiles du point de vue de la matière qu'elles émettent. Les rayons cosmiques émis par les étoiles sont distinguables des anti-rayons cosmiques éventuellement émis par d'hypothétiques anti-étoiles. Cet exemple pour vous montrer que les rayons cosmiques sont en mesure de prodiguer d'autres informations sur l'univers que la lumière n'était pas capable de nous donner. Du monde des particules, du monde des interactions fondamentales. Une interaction, elle est médiatisée par un champ dans l'espace. Par exemple, si je prends une particule chargée, un électron, par exemple, qui a une charge négative, il va créer autour de lui, dans l'espace, un champ électromagnétique. Et si je mets dans ce champ une autre particule chargée, elle va subir une force qui est liée à l'intensité de ce champ à l'endroit où elle se trouve. Donc les interactions sont transmises par l'entremise d'un champ dans l'espace. Et la physique quantique, elle a obligé à repenser ce qu'on appelle une interaction. C'est-à-dire qu'une interaction entre deux objets est aussi une affaire d'objets. C'est-à-dire qu'en fait, quand deux particules interagissent, il faut imaginer qu'elles échangent d'autres particules qui sont caractéristiques de l'interaction qu'elles subissent. Alors maintenant, quelles sont les interactions qui existent dans le monde des particules? Il y a la gravitation, que je vais complètement laisser de côté parce que c'est une force dont l'intensité est tellement faible au niveau des particules qu'on peut la négliger. Alors il reste trois forces fondamentales, trois interactions fondamentales comme on dit. La première, c'est l'interaction électromagnétique. Dans des réactions chimiques, de la cohésion de la matière à notre échelle, etc., de l'optique et tous ces phénomènes qu'on connaît bien. D'accord ? Dans l'électromagnétique, là l'interaction électromagnétique, dans le cadre de la physique quantique, est médiatisée par un ballon qui est le quantum de lumière, ce qu'on appelle le photon. Et donc il faut imaginer que quand deux électrons se repoussent par la force électrique, en fait ils échangent des photons en permanence. Ces photons, on les appelle des photons virtuels. Virtuels parce qu'en fait ils sont en dehors de leur couche de masse. Enfin, on ne va pas aller dans les détails. Disons que le ballon caractéristique de l'interaction électromagnétique
c'est le photon. Ensuite, il y a une deuxième interaction, qui est l'interaction faible, nucléaire faible. Par exemple, c'est celle qui est responsable de la désintégration d'un neutron en proton-électron. D'accord ? Donc responsable de la radioactivité bêta, et puis, comme son nom l'indique, elle est faible, donc elle est difficile à détecter dans l'environnement. Par contre, elle est responsable du fonctionnement du Soleil. C'est elle qui est responsable du fait que le Soleil peut brûler son hydrogène à un rythme très lent, qui fait que la durée de vie de notre étoile est de plusieurs milliards d'années. D'accord ? Mais l'interaction faible, elle est médiatisée par trois sortes de ballons. Il y en a trois, un qu'on appelle le W+, weak, ça veut dire faible en anglais, donc c'est la particule associée à l'interaction faible positive. Il y a le W- avec une charge négative, et puis il y en a une troisième de charge nulle qu'on appelle le Z0. Ce sont les trois médiateurs de l'interaction faible, qui ont été prédits par les théoriciens dans les années 60, qui ont été détectés grâce à des collisions de particules au CERN dans les années 80, et ce sont des particules de masse élevée. Leur masse, c'est à peu près 90 fois la masse d'un proton. Donc c'est des particules très lourdes. Le photon, j'aurais dû le dire, lui, comme vous le savez, il a une masse nulle. D'ailleurs, il y a un rapport entre la portée d'une interaction, c'est-à-dire la distance dans l'espace jusqu'à laquelle elle peut agir. Pour que l'interaction ait une portée infinie, comme l'interaction électromagnétique, il faut que les ballons aient une masse nulle, ce qui est bien le cas pour les photons. Ces particules-là étant très massives, la portée de l'interaction faible est très petite, c'est presque une interaction de contact. Pour que deux particules interagissent, il faut qu'elles soient collées l'une à l'autre. La portée, c'est de l'ordre de 1 millionième de milliardième de mètre. Donc c'est vraiment une portée toute petite. Et puis il y a une troisième interaction, qu'on appelle l'interaction forte, interaction nucléaire forte, d'accord ? Alors dans un noyau d'atomes, comme vous le savez, il y a des protons et des neutrons. Et en fait, on a découvert que dans les protons et les neutrons, il y a des particules plus petites qu'on appelle les quarks. Les quarks sont des particules qui constituent les nucléons, les particules qui sont dans les noyaux. Et bien l'interaction forte, c'est une interaction entre quarks, qui est médiatisée par des particules qu'on appelle des gluons. Donc voilà pour les forces. Au niveau des particules, il y en a trois qu'il faut prendre en compte. Électromagnétique, faible, forte. La gravitation, on la laisse de côté.